j'ai rien à faire. Supervision qui répond et la terre devient plus claire à chaque donnée, chaque éclair. Pas mal, Alia. Je viens pour protéger du feu qui couvre aux océans, mer de corail surveillée. Voilà, mer de corail surveillée, ça me faisait, je trouvais, une introduction parfaite pour introduire Pierre-Loup Ducroix de la société Magis. Merci Alia. Et Jérémy. Bonjour à tous. Voilà, Ok, allez, je laisse les derniers s'installer. Ça fait plaisir de vous retrouver ici. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé devant toute cette communauté. Bonjour à tous. On va vous présenter aujourd'hui un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui nous a pris beaucoup de temps à Magis sur plusieurs années, avec le parc naturel de la mer de Corail. Et donc on a travaillé avec eux sur un système de suivi et de surveillance de la totalité de la ZEE. Vous allez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. On fait une présentation. Cette présentation, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue parce que je l'ai déjà faite à droite ou à gauche. On a choisi de réorienter un petit peu pour faire quelque chose d'un peu plus technique parce que on est entre nous, la tech on aime ça. Je pense que si vous ne voyez pas une petite ligne de Python, vous ne serez pas content à la fin de la presse. Donc on a essayé de vous satisfaire. Je présente quand même rapidement la société Magis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est une société basée à Nouméa, évidemment, depuis 2010. On a depuis cette année une branche aussi en Polynésie pour travailler plus près de nos clients polynésiens. On est 2 associés gérants et puis 5 employés. On est tous certifiés sur les produits Esri. On est partenaire en fait d'Esri sur le territoire du Pacifique francophone. Et donc on assure essentiellement de l'expertise, donc de l'installation, du développement et de la formation autour de la plateforme Argis. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous avez pu faire l'ouverture de notre salle de formation dans nos nouveaux locaux, où on va donner de plus en plus de petites formations en inter-entreprise sur des sujets un peu pointus. Là, on a fait plusieurs fois 2 jours Experience Builder, ça a été un carton, donc voilà, on va refaire ce genre de choses. Au niveau de nos secteurs d'activité, on a identifié, on met en valeur 3 grands secteurs à Magis, que sont d'une part les transports, dans lesquels on regroupe l'aérien, on travaille depuis longtemps avec la DAC, le routier avec la D3T, le maritime avec le port autonome, avec le parc. On a tout un axe sur les réseaux techniques, de plus en plus, où on travaille avec les gestionnaires de réseaux, que ce soit électricité, eau, les télécoms, historiquement avec l'OPT depuis très longtemps, on a fait beaucoup de choses. Et puis on a un axe historique là sur les territoires avec tous les services publics, les provinces, les communes de plus en plus, le gouvernement évidemment, et puis la mine également, les miniers avec lesquels on travaille. On est membre, alors un petit focus sur le maritime, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc Magis est membre du cluster maritime depuis quelques années maintenant. On a travaillé depuis un certain nombre d'années avec le port autonome sur des sujets liés à leur réseau enterré, à la publication de données bathymétriques. Voilà. Donc on a fait pas mal de choses avec eux. On avait historiquement une application avec le parc sur le suivi des navires de pêche qui s'appelle le système VMS. Par ailleurs, on a travaillé aussi pendant le Océan Hackathon, on avait été lauréat avec le projet See You Later, je salue Aline qui est dans la salle, et donc on avait remporté ce beau projet. Et on travaille aussi avec le gouvernement sur le sujet des tsunamis, avec la modélisation et l'envoi automatique d'alerte en cas de tsunami sur les zones qui pourraient être concernées en Calédonie. Maintenant, on va passer au cœur du sujet. Le parc naturel de la mer de Corail, donc bon, je ne le présente plus, vous savez de quoi on parle, un espace gigantesque de 1,3 million de kilomètres carrés avec une biodiversité exceptionnelle, des usages assez forts qui pouvaient être en termes de tourisme, qui peuvent être en termes de pêche, en termes de passage évidemment, puisqu'on est un lieu de passage entre l'Asie, l'Australie, l'Indonésie, etc.
Et donc des menaces potentielles avec des activités de pêche illégale, de la pression, et puis des catastrophes, hein, comme le cas Trader, évidemment, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, il y a ce genre de risque qui existe sur ces territoires et plus globalement sur la ZEE de la Calédonie. Donc tout ça, ça nous amène à ce projet, et ce projet, il est issu d'un besoin. Ce besoin, il a été exprimé par le parc, hein, puisque ce sont dans ses missions. Il doit surveiller sa zone, il doit surveiller tout l'ensemble de l'activité nautique, maritime qu'il y a sur la ZEE globalement. Et donc, pour ça, ils avaient identifié 3 thématiques dans le besoin. Hein. Déjà, c'est avoir une plateforme technique, un système d'information géographique, enfin pas que géographique, mais un système d'information qui existe à la DSI, mais qu'il fallait utiliser pour mettre en place justement de l'hébergement de données, des flux entre les serveurs, voilà, toute la gestion du cycle de vie de la donnée, qu'on va vous présenter par ailleurs un peu plus tard. Ils avaient besoin surtout d'un outil de travail au quotidien. C'est ce qu'on appelle un système d'engagement, hein, donc c'est comment les utilisateurs vont interagir avec le système pour pouvoir, ne serait-ce que la base, hein, consulter les données, mais surtout comprendre des résultats d'analyse qui leur sont renvoyés par le système, par la 3e brique que je présenterai après, et interagir avec, donc rajouter de la donnée personnelle, enfin professionnelle, mais des agents, des personnes sur le terrain, etc. Donc ça, c'est vraiment le système, ce qu'on appelle le système d'engagement. Et puis la dernière brique, le système d'analyse, c'était justement avoir toute l'intelligence qui permet, à partir d'un nombre restreint de données, on va voir qu'on l'a étendu petit à petit, mais initialement, c'était des positions de navires de pêche et puis des positions AIS de navires récupérés par satellite. Donc comment, à partir de ça, on enrichit de la donnée, on le verra aussi, et comment on rend ce système intelligent pour justement assurer ces missions. Le projet a été pluriannuel, il a commencé en 2022 avec une consultation que Magis a remportée, où on a fait toute la partie technique, donc l'infrastructure évidemment, les installations, et puis toute la récupération des données, les premières briques d'ingestion. Et des fonctionnalités d'analyse, disons, basiques, hein, avec les premiers trajets de bateaux construits à partir de points, de l'analyse, de l'ingestion d'un certain nombre de données, déjà de produits satellitaires ou radio. C'est un projet qui a été fait, qui est essentiellement basé sur des acteurs calédoniens, hein, puisque initialement l'assistance à maîtrise d'ouvrage était réalisée par Sébastien, par Insight sur le projet, ainsi qu'avec la CECAL. Les prestataires, Magis et puis d'autres prestataires de la place, hein, comme Island Robotics, ont pu travailler sur ce projet-là, sur la partie soft, mais aussi potentiellement sur la partie un peu plus hardware avec des capteurs. Et puis les utilisateurs sont locaux, hein, évidemment, puisqu'on a le parc naturel de la mer de Corail, évidemment, mais il a été aussi pensé pour communiquer entre les acteurs, ce projet. Donc on a le CEFIM, donc le Centre de fusion de l'information maritime, hein, c'est la Marine nationale, qui a un rôle de coordination de toute l'activité de la marine sur le territoire, qui utilise l'application en lien toujours direct avec le parc, notamment via des listes de vigilance, des journaux de bord qui peuvent venir renseigner. Et puis quand même, on a des partenaires d'envergure sur ce projet, puisqu'on a des grandes boîtes, des grands noms que peut-être vous ne connaissez pas, mais des grands noms de la donnée spatiale. Unseen Labs pour de la détection de navires par radiofréquence, Marine Traffic Spire qui récupère des données AIS, donc des positions, pas GPS, mais des positions de navires dans le parc. Et puis Black Sky, le programme Copernicus pour de l'imagerie spatiale. Et donc cette solution, ça nous amène à un outil clé en main, sur mesure pour les besoins du parc, qui fait de la fusion d'informations, de l'agrégation de données, avec différentes sources de données. Donc on a du suivi des navires, comme je l'ai dit, avec les données AIS, mais on a aussi des technosatellites. Donc on a de la détection de navires sur base de données radar, par exemple. On a des données d'imagerie satellite qui peuvent être faites à la demande quand on pense qu'il y a une suspicion d'activité illégale dans une zone, sur une réserve, par exemple. Et on a tout un contexte, notamment un contexte météo, où on va ingérer des modèles météo pour voir en temps réel, savoir s'il y a un problème, quelle serait la houle dans les prochaines 24 heures, quel serait le vent, pour pouvoir un petit peu agir, que le parc puisse agir en connaissance de cause.
Et alors toute l'intelligence qu'on a mis dedans, et c'est là le cœur de l'application, hein, c'est de faire de la détection et de l'envoi d'alertes proactifs. Donc on va générer des alertes, on va construire des projections de position pour dire s'il y a un risque d'échouement, s'il y a un risque d'entrée dans une réserve, s'il y a effectivement une vraie entrée dans une réserve, mais d'un navire qui n'aurait pas le droit ou d'un navire qui aurait le droit, qui serait sur liste blanche. On va gérer tous ces cas-là pour pouvoir avoir une vraie réactivité de la part du parc en connaissance de cause, avec des alertes automatisées, plus son expertise et le lien avec le CEFIM, qui va pouvoir agir en toute connaissance sur le territoire. Et puis on a des outils de gestion, hein, donc comme j'ai dit, justement, pour ajouter ce qu'on appelle le ROHUM, hein, donc le renseignement humain. Donc c'est des listes blanches, des listes noires, des journaux de bord pour pouvoir indiquer tel bateau un peu suspect, il est passé 3 fois, etc. Donc on a vraiment de l'interaction avec le système d'engagement que j'ai présenté tout à l'heure. Voilà pour la présentation globale de l'application. On va faire des focus techniques maintenant, parce que voilà, je l'ai dit, on est là pour ça. Je vais passer donc la main à Jérémy, qui est notre chef de projet technique sur ce projet de S2P, qui va nous présenter différentes briques d'architecture et différentes briques fonctionnelles de l'application. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais faire des focus techniques mais pas trop. On va y aller quand même tranquille. Pour présenter un peu quelques focus techniques sur ce projet qui est très gros et qui a demandé beaucoup de travail. Donc d'abord on commence fort, un petit focus sur l'architecture technique. Donc l'architecture technique, c'est une architecture qui est hébergée dans le cloud Amazon, en l'occurrence à Sydney. C'est une architecture du gouvernement, qui est gérée par Magis, mais du gouvernement, qui sert pour ce projet. Donc, je vais faire un peu vite, mais on a globalement 2 serveurs. Un serveur dédié au temps réel, à l'ingestion des données, à la diffusion des données, qui est donc un ArcGIS entreprise, avec une brique qui s'appelle GeoEvent, qui est dédiée à l'ingestion de données temps réel, et qui ne sert pas que pour le parc, d'ailleurs, qui sert aussi, par exemple, pour Tsukal, dans les tsunamis dont parlait Pierre-Loup tout à l'heure, ou pour des choses de la sécurité civile. Voilà, donc une brique dédiée au temps réel. Ensuite, on a un autre serveur qui, lui, va plutôt gérer la donnée, donc tout ce qui va être à la fois l'archivage. Donc l'archivage, c'est en fait tout ce système S2P, son but premier, c'est la donnée. Voilà. Donc, première chose, toutes les données qu'on reçoit, elles sont systématiquement archivées telles quelles, sans aucun traitement brut. Ensuite, au niveau des données, on a aussi la bancarisation. Donc ça veut dire que pareil, toutes les données qui vont rentrer dans le système, une fois ingérées, traitées, etc., elles sont systématiquement bancarisées, donc elles sont sauvegardées de manière pérenne pour pouvoir les réutiliser plus tard hors du système. Donc ce serveur, il a ce rôle-là. On a des traitements qui vont s'effectuer sur une machine ou sur l'autre, selon si c'est du temps réel ou plutôt de la gestion de données. Et enfin, il y a un dernier rôle de serveur qui est de la gestion d'instances de calcul. Donc le S2P essaye d'agglomérer des données existantes, de détection, etc. Mais en génère aussi lui-même. C'est-à-dire on a de l'analyse d'images satellites radar, de SAR. Et donc du coup, le deuxième serveur va déclencher d'autres machines, va monter d'autres machines pour faire des traitements et les éteindre quand les traitements sont finis. Donc ça, c'est pour des questions de coût, tout simplement. Puisqu'on a des traitements qui vont durer 5 heures tous les 3 jours, par exemple. Donc on ne va pas payer une machine permanente chez Amazon. Voilà. Et enfin, donc bien sûr, une base de données, évidemment, PostgreSQL, PostGIS, donc hébergée chez Amazon aussi, et qui ingère ces dizaines de millions de données. Et enfin, un bucket S3. Donc un bucket S3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du stockage Amazon pour sauvegarder de manière pérenne des données. Voilà. Donc ça, c'était le petit focus architecture technique. Je ne sais, c'est toi qui as dit quoi. Donc maintenant, on va voir un petit peu plus l'architecture fonctionnelle. Et ben là, en fait, c'est assez simple. Cette architecture fonctionnelle, c'est le cycle de vie de la donnée. Voilà. Donc on va commencer en haut. On a toute la partie réception, moissonnage. Donc le système va soit réceptionner des données, c'est-à-dire qu'il ouvre des portes sur lesquelles des systèmes externes vont envoyer de la donnée. Donc là, on est sur le VMS, le suivi des pêches.
où les balises VMS des navires vont envoyer par satellite des données, et nous, on a ouvert une porte pour réceptionner ça. On est sur les Sentinelles du Parc. Les Sentinelles du Parc, c'est un projet, en fait, du parc, donc fait par le parc, où les navires de pêche calédoniens, qui sont partenaires, en fait, ont un système qui analyse leurs données radar et va envoyer au parc, en quasi temps réel, toutes les détections faites par les radars des navires de pêche. Donc voilà, le parc utilise les navires de pêche calédoniens qui ont une présence à la mer dans toute la ZEE pour surveiller la zone aussi, en partenariat avec les navires de pêche calédoniens. Donc ça, c'est la partie réception, temps réel, c'est du vrai temps réel. Donc par exemple, pour les sentinelles, entre une détection, son arrivée dans le système et son analyse, il y a 2-3 minutes maximum. Et après, on a la partie moissonnage. Donc là, c'est le système qui va aller chercher des données chez des fournisseurs. Donc là, on est sur du temps, on va appeler ça du quasi-temps réel. Donc selon les fournisseurs, on est de l'ordre de 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, 3 heures, etc. Ça dépend vraiment des données. Donc cette partie réception-moissonnage, on gère de l'archivage systématique des données brutes pour les conserver. On gère l'enregistrement en base, les traitements, donc c'est les traitements de base de données pour les pré-traiter, les corréler. Donc la corrélation, on en reparlera plus tard, mais c'est toutes les données qui rentrent dans le système vont être analysées pour essayer de vérifier s'il faut s'en inquiéter ou pas. Et ensuite, on a une partie post-traitement qui est optionnelle. Donc là, c'est quand on va faire vraiment des traitements supplémentaires sur ces données qui peuvent être parfois un petit peu lourds. Donc des calculs de données dérivées ou des analyses de données. Après, dans le cycle de vie, on est sur la notification extrêmement importante. Donc voilà, les données qui rentrent dans le système sont notifiées aux utilisateurs avec des systèmes d'évaluation assez complexes, avec beaucoup de règles, qui dépendent de plein de choses, des autorisations, etc. Et donc ça donne des notifications mail ou par SMS. Après, on a évidemment la partie consultation. On est sur de la donnée carto, donc on va la visualiser en temps réel. On a des capacités de rejeu pour aller revoir une situation historique, la rejouer. Et on a bien sûr des tableaux de bord, donc pour consulter des données synthétiques, des tableaux de bord ESRI. Et enfin, dernière étape dans la phase de vie, on est là sur du un peu plus long terme. On bancarise pour le long terme et pour pouvoir récupérer des données pour de l'analyse. Et ensuite, un sujet sur lequel on est en ce moment avec le parc et avec Insight aussi, donc de la génération d'indicateurs automatiques pour pouvoir faire du suivi sur le long terme avec des indicateurs, soit des chiffres, soit des graphiques, soit des cartes qui sont générées automatiquement, semestriellement et annuellement pour pouvoir comparer d'une année sur l'autre, etc. et suivre l'activité du parc. Voilà. Donc, petit focus sur l'architecture technique. Donc, un des gros enjeux techniques de cette architecture et de ce système, c'est qu'on ingère énormément de données différentes. Donc, le but, c'est à la fois de voir quelque chose de général pour pouvoir faire des choses générales, reproductibles facilement, etc. Mais tout en ne perdant pas la singularité de la donnée. Voilà. Et du coup, ça introduit aussi un système qui est modulaire et évolutif. Donc, c'est-à-dire que des nouvelles données, le modèle de données déjà est fait pour ingérer des données très variées, donc sans avoir à ajouter de nouvelles couches, etc. Et ensuite, on a tout un système de code qui va être, fait pour être réutilisable facilement, pour être réimplémenté facilement. Donc, on verra un petit exemple de code. Voilà. Donc là, vous avez le code qui gère l'ingestion des données Copernicus 2, donc on est sur l'image satellite optique, dans la plateforme. On n'a que quelques lignes de code, parce qu'on réutilise des mécanismes génériques, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée du développement de cette plateforme, c'est d'essayer de pouvoir être très 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 souple dans l'utilisation et dans l'évolution de la plateforme. Ok, je vais accélérer. Donc petit focus technique sur l'enrichissement de la donnée AIS. Donc, AIS, à la base, c'est une petite balise, une balise sur un navire qui communique avec d'autres balises AIS sur les navires autour pour éviter qu'ils se foncent dedans. Voilà. À la base, c'est ça, mais évidemment, comme c'est de la donnée de position des navires, il y a des acteurs qui ont cherché à la récupérer, d'abord avec des stations terrestres, puis après avec des satellites. Donc ce qu'on récupère, c'est juste un point d'un navire qui dit « je suis là, je vais à telle vitesse ». Et on va essayer de dériver de l'intelligence de ça. Donc d'abord, on nettoie les positions aberrantes. Je vais passer très vite, mais il y en a. Après, on va essayer de détecter tout ce qui est arrêt, parce que les arrêts ont beaucoup d'impact sur le calcul des trajets ou des choses comme ça. On va générer des trajets. Donc de ces points, on dérive des lignes.
et des parties de trajet, donc qui sont des morceaux de trajet homogènes pour faire des stats ou visualiser. Je passe vite, désolé. Et surtout, les événements. Donc les événements, c'est le cœur de l'intelligence qu'on va sortir de ces données AIS. On va chercher à détecter des situations intéressantes, donc des entrées dans des zones, des sorties dans des zones, des trajectoires à risque d'échouement, des vitesses suspectes, etc. Voilà, là, quelques exemples d'événements. On a en haut à gauche une sortie d'une réserve intégrale, donc théoriquement ça ne devrait pas arriver. À droite, on a un événement de transbordement, c'est-à-dire que le système a détecté que 2 navires ont des trajectoires proches, et donc alerte sur ce sujet, ça peut être plein de choses. Là, c'est du chargement minier, donc c'est pas grave, mais en réserve naturelle, ça pourrait être du transfert entre bateaux de pêche. Et ici, on a un événement de projection, donc on a un navire qui va passer dans une zone potentiellement dangereuse, donc ça nous avertit. Et on voit d'ailleurs ici que c'est un navire de pêche calédonien. Donc l'avertissement est très faible puisqu'on sait que les navires de pêche calédoniens ont l'habitude. Donc on essaye de ne pas générer de fausses alertes pour le parc. Focus technique sur le rejet temporel. Donc, je vais passer très vite aussi. Le cœur de l'analyse temporelle ici, ça a été... on ne peut pas traiter des millions de points pour tout. Donc le trajet en fait, qu'on a construit, chaque sommet du trajet va avoir une information temporelle à l'intérieur. On a le X, le Y, et on a le M qui va stocker le temps. Et ça nous permet de faire des analyses spatiales particulières après, des analyses de trajectoires, de points le plus proches entre 2 trajectoires, etc. Et on a vu vite fait l'animation ici. Les points, en fait, ce n'est pas des points réels, c'est des interpolations en temps réel calculées par l'application en fonction des lignes. Voilà. Petit focus sur les corrélations. Donc les corrélations, chaque position qui arrive dans le système, que ce soit une position dont on connaît le navire ou une position dont on ne connaît pas le navire, donc une détection, va être corrélée avec la donnée AIS et ça nous permet en fait d'envoyer au parc une notification. Attention, on a détecté un navire qui n'est pas corrélé à AIS, c'est étonnant, voilà, il faut surveiller ça. Et puis voilà, enfin, dernier focus technique, on a fait beaucoup de développement, etc. dans cette application, mais tous ces développements sont basés sur la plateforme Esri, se plug dessus. Et on peut du coup profiter de toutes les fonctionnalités de la plateforme Esri, par exemple pour faire du reporting. Ici, on a un tableau de bord qui sert hebdomadairement pour suivre l'activité du parc. On a bientôt fini, c'est la dernière slide. Je vais conclure. Voilà, donc ce projet, c'est un projet sur 3 ans avec un certain nombre de sprints, mais globalement, c'est plusieurs mois de travail chaque année pour 2 à 3 ingénieurs sur 3 ans. En termes de gestion de projet, et puis en termes d'impact et de quantité de données ingérées, ben voilà, vous voyez 1 million de positions AIS par mois environ, dont 80% sur la zone d'intérêt, donc 64 millions de points déjà ingérés, et encore ça date un petit peu mes chiffres, 50 alertes environ de niveau 2, donc d'intérêt par mois, sur les entrées-sorties de réserve, etc. Et puis en moyenne, plusieurs centaines de bateaux qui sont suivis en temps réel sur l'ensemble de la ZE. Voilà, la présentation est finie. Je vous remercie à tous. Si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Eh bien, tout à fait, il reste effectivement quelques minutes pour les interroger sur quand même un projet quand même vraiment d'ampleur. On se rend compte et ça faisait partie des questions. Mais merci d'avoir effectivement. Peut-être on pourrait remettre l'avant-dernière là pour se rendre compte quand même du travail effectivement de Jérémy et de l'équipe Magis et forcément aussi en lien avec le parc. Est-ce que ce système, donc là, il est effectif, il est déjà utilisé? Oui, tout à fait. Il est en production depuis l'année dernière. Il y a eu une première mise en production avec un certain nombre de données, le socle minimal, on va dire, et puis ça a été enrichi l'année d'après avec des données supplémentaires, notamment de la commande en direct d'images satellites haute résolution quand il y a une suspicion d'une entrée sur une réserve, et puis de l'ingestion aussi de données. Globalement, les données satellitaires, ça arrivait en dernier, mais c'était déjà en production avant avec toutes les positions de bateaux. Est-ce que vous avez déjà eu des retours utilisateurs justement pour un petit peu améliorer le dispositif? Alors déjà, en fait, c'est un système qui a été utilisé dès le début. Voilà. Donc les retours utilisateurs, ils ont été permanents. C'est un projet avec de nombreux acteurs qui a tourné extrêmement bien. Voilà, on a dans cette salle plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et en fait, un des bons indicateurs que j'aime donner, c'est la cellule de la fusion d'information maritime, donc c'est la Marine nationale, parce que
une bonne partie des fonctionnalités qui sont dans S2P, ils les avaient déjà, mais en plein d'outils différents. Donc voilà, pour eux, ça nous permet de voir que c'est très efficace pour eux, etc. Un exemple tout bête, ils ont un dashboard qui leur permet d'avoir en 3 minutes quelque chose qu'ils faisaient toutes les semaines en 4 heures. Oh là là, donc ça c'est incroyable, effectivement, comme gain de temps. Allez, question, ça arrive déjà. Donc Jean Massenet, coordinateur Dataterra, déjà félicitations pour ce travail, félicitations au service du parc pour avoir pris l'initiative de mener quelque chose comme ça. Juste pour rappeler un petit historique très rapide, mais à l'époque on avait fait quand même un benchmark des solutions existantes, et le travail que vous avez fait, c'est la capacité à développer un outil propre à l'utilisateur, alors que les grands internationaux vendent ça, le coût total de votre développement c'est 1 an d'abonnement chez les grands, quoi. Donc ça met en avant l'incapacité pour nous d'avoir accès à des outils utiles quand ils sont juste survendus, mais ça met aussi et surtout en avant notre capacité à développer des choses qui sont finalement plus adaptées à nos besoins opérationnels. Du coup, la question arrive, et en fait elle va être double. Ce type d'outil-là, il est hyper utile pour l'ensemble des îles du Pacifique, finalement, qui, comme la Calédonie, n'ont certainement pas les moyens de financer des solutions bien plus chères. Donc est-ce que du coup vous avez la permission, je vais le dire comme ça, et du coup la velléité derrière d'essayer de développer ça et dans un marché régional qui à mon avis est en demande. Et la deuxième qui va à mon avis arriver aussi, c'est est-ce que vous prévoyez d'intégrer d'autres types d'input, de données en input pour améliorer les capacités de détection et de services opérationnels aux utilisateurs. Ok. Oui, alors pour la première question, ça c'est vrai que c'est un projet Magis n'est pas éditeur de cette solution, c'est un projet qui a été commandé par le parc, donc cette solution elle appartient au parc. Donc nous on n'est pas commercial de cette solution, on vient présenter le projet et donc à ce titre, pour les mêmes raisons, on ne vend pas ailleurs. Maintenant, on parle de coopération régionale et effectivement, là j'ai vu que la semaine dernière il y a eu un accord de coopération globale entre la Calédonie et la Polynésie. Si ce type d'application rentre dans la balance de la coopération en termes de surveillance maritime, eh bien nous, Magis, on sera très content de venir le déployer en Polynésie ou l'étendre. Voilà. Alors il y a plein de questions de scalabilité, etc. qu'il faudra prendre en compte. Mais voilà. Donc j'ai pas de réponse simple à cette question. Globalement, nous, on est pour que cette solution ou une solution similaire soit déployé dans l'ensemble du Pacifique francophone pour pouvoir jouer son rôle en termes de coopération régionale, puisque des navires qui passent par chez nous, ils vont ensuite arriver à Wallis et Futuna ou passer par la Polynésie. Donc avoir un partage des listes de vigilance, etc. entre les différents acteurs, ce serait primordial en fait. Ça existe peut-être, sans doute par l'armée, mais voilà, on aurait une solution simplifiée pour faire tout ça. Deuxième question. Sur l'ajout, effectivement. Alors, sur l'ajout de nouvelles données, je crois que. Alors, il a été question un temps d'ajouter des données de type écolocalisation avec des balises posées dans des endroits spécifiques dans les réserves. C'est le type de capteur que l'on pourrait mettre. En fait, nous, on n'a pas. On a plein d'idées à Magis, mais on n'a pas vocation à venir dire au parc ce qu'il faut injecter dans le système. Par contre, je pense que Jérémy l'a très bien expliqué, si on doit rajouter une nouvelle source de données, alors pour peu qu'on la formate quand même un peu correctement, en 30 lignes de code, normalement notre système est capable de l'ingérer. Donc ça n'est pas censé être un problème que d'ingérer des nouvelles sources de données pour les exploiter ensuite automatiquement dans le système. Pas de problème technique. Est-ce que vous avez une autre question? Cyril, il y en a deux, je vais essayer de prendre les deux, on manque un tout petit peu de temps, alors je vais commencer par là et je reviens par Cyril. Bonjour, Pierre Pestagna, chargé d'études à l'aviation civile. J'avais une question sur le choix du stockage chez Amazon, en Australie. J'entends qu'il y a la Marine nationale qui... Alors je ne sais pas à quel niveau ils fournissent de la donnée ou autre. Je voulais savoir comment ce choix avait été fait. Du coup, en termes de sécurité, notamment de sécurité nationale. Selon l'impact... Je peux commencer à répondre tout de suite par la marine, c'est pas son système, elle y a accès. Donc ces données sensibles, le parc n'y a pas accès.
par exemple, ce système sert à la Marine nationale aussi à orienter ses patrouilles aéromaritimes, mais pour le coup, on n'a pas les informations de ces patrouilles maritimes dans le système, c'est propriété de l'armée. Donc il n'y a pas de gestion de... Non, non. Et puis d'ailleurs, on parlait de fausses positions tout à l'heure, un navire de la Marine nationale dans le parc n'émet pas de position ou émet des fausses positions. Voilà. Il va dire qu'il est un cargo. Bon, bref. Donc non, il n'y a pas de problème de sécurité nationale. Voilà. C'est un système de surveillance maritime. La surveillance maritime, c'est quelque chose de gouvernemental, mais pas de militaire. Il y a forcément des liens entre les deux, évidemment, mais voilà, on n'est pas dans le domaine militaire ici, même s'il y a un lien fort, on ne va pas se cacher. Voilà, et je crois que j'ai oublié une autre partie de la question. Merci pour la présentation. Il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est sur le traitement imagerie pour la localisation. C'est le système qui fait des traitements pour extraire des bateaux à partir d'images satellites, ou c'est des choses qui sont faites ailleurs et on vous renvoie les résultats de ces traitements? Les deux. Alors, nous, on est dans un projet d'industrialisation, donc à la base, on essaye d'éviter de concevoir des traitements qui sont plutôt de la R&D, on va dire. Pour la plupart des choses, on reçoit des détections faites par d'autres fournisseurs. Les radiofréquences, c'est la start-up Unseen Labs française qui va envoyer à la fois les zones où ils ont eu leur satellite qui est passé, et à la fois les détections qu'ils ont faites. Donc ça, c'est le cas idéal. On essaye d'avoir des détections déjà faites par un partenaire ou un fournisseur. Après, il y a un cas où on fait le traitement nous-mêmes pour l'instant, c'est l'imagerie satellite radar, où on fait le traitement avec des outils Esri, voilà, qui sont performants pour ça. Bon, peut-être... Alors, à la base, ça vient de la DINUM, hein, on va le dire clairement, c'est une volonté d'externaliser. Parce que la garantie de service d'Amazon est largement supérieure à celle d'une DSI d'un petit pays, tout simplement. Parce qu'à Sydney, on a un lien direct avec le câble. Donc il n'y a pas de problème d'internet, enfin de liaison internationale, on est en direct par le câble maritime. Voilà. La DINUM va rajouter quelque chose ? Je vais peut-être compléter sur l'aspect effectivement choix. Il y a quelques années, on a fait un choix, nous, au niveau du service de la géomatique, en collaboration bien évidemment avec notre direction, d'externaliser un maximum de systèmes et de forces de frappe géomatiques sur le cloud. Donc on avait ArcGIS Online, mais pour ce genre de projet, il nous fallait quelque chose d'un peu innovant et robuste, très robuste. Et on a voulu alors je ne sais pas comment le dire, mon directeur n'est pas là, il ne faudra pas le répéter, mais essayer de sécuriser un petit peu cette plateforme qui allait devenir centrale pour le parc, et c'est le cas. Donc en fait on est maintenant sur 3 pattes, j'ai envie de dire, le système d'information d'INUM qu'on a extrêmement allégé et consolidé, et puis les 2 pattes cloud que sont ArcGIS Online et ce fameux cloud de surveillance du parc, où Jérémy, tu l'as très bien dit, il y a effectivement aussi tout l'aspect temps réel de travail qu'on fait avec la sécurité civile qui est calqué sur ce cloud. Merci beaucoup, merci en tout cas à l'équipe Magis, c'est toujours un plaisir de vous écouter sur ces projets. Et je vous invite forcément à aller voir aussi dans le hall la construction en Lego, outil de sensibilisation effectivement mis en place par Magis, qui a été pratiqué par de nombreuses personnes pour justement sensibiliser sur la cartographie et les pixels qui sont utiles pour nos lectures.